dernier talk de la journée. Donc on va essayer de faire vite pour pouvoir profiter du concert. Donc la ligne de commande, ça coupe un petit peu. Donc parmi dans la salle, est-ce qu'il y a beaucoup qui utilisent la ligne de commande? Une moitié, ok, un peu plus. Donc tout d'abord, pourquoi la ligne de commande? Parce qu'on peut faire un tas de choses avec, que ça soit de déployer votre plateforme sur le cloud, de venir faire vos tests, voir la météo, par exemple là c'est avec la ville de Lyon. On peut aussi écouter sa musique avec Spotify, donc on peut l'avoir aussi en ligne de commande. Donc il y a vraiment plein d'outils qui peuvent venir agrémenter, qui peuvent venir compléter votre ligne de commande. Comme j'expliquais, il y a l'histoire de déploiement. Donc, par exemple, si vous voulez faire du machine learning sur OVH, on a une ligne de commande qui permet de gérer ces notebooks, de gérer l'utilisation des CPU et de scaler ou de réduire à travers la ligne de commande. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas faire un cours sur Bash. Malheureusement, en 20 minutes, je ne peux pas tout faire. On va être plus sur la configuration ainsi que des commandes. Avec le langage de programmation Rust, il y a plein de nouvelles commandes qui ont été créées. L'avantage, c'est qu'ils sont disponibles directement dans votre IDE favori, VS Code, Sublime ou je ne sais quel. Et malheureusement, je n'ai pas de recette magique. Il faut trouver outil à son ordi. Il y a des sites qui existent qui peuvent venir vous aider. Donc moi je vais vous en proposer. Là par exemple il y a Zoxid ou AutoJump qui peuvent être choisis pour faire des CD intelligents. Le site va vous permettre de comparer. Donc comme j'expliquais, nous allons nous concentrer donc sur la partie... je vais faire d'abord un petit tour sur tout ce qui est terminal échelle. Puis après on va prendre un use case classique avec le développement, puis le réseau et quelques astuces. Donc, comme vous connaissez bien, il y a l'interprétateur de commande, donc le CMD, qu'on voit très classiquement sur Windows, qui peut venir faire interagir avec votre outil. Vous avez derrière un shell, et par-dessus tout cela, vous pouvez venir mettre un framework pour vous accompagner et des plugins. Et après, pour ceux qui veulent faire que du clavier, on peut tout faire avec des gestionnaires de fenêtres. Donc, on va présenter les classiques, donc le terminal. Si vous êtes sur KDE, il y a console. Terminator pourra un peu plus évoluer, qui donne ce genre d'interface. Moi, je suis sur Mac, donc j'ai iTerm, mais il y a aussi Warp, Alacrity, qui sont des interprétateurs de commandes sur Mac. Donc, qui veulent réinventer ce qui existe depuis quasiment 50 ans dans l'informatique. Pour Windows, il y a le fameux CMD. Il y a le CMDer qui permet de venir apporter la gestion des tables, de venir choisir si on fait du PowerShell ou pas. Enfin, Microsoft a pris en compte notre demande et notre besoin d'utiliser la ligne de commande. Donc, ils ont créé une application sur Windows qui s'appelle le Windows Terminal. Donc, il y a cette jolie interface. Et voilà au niveau des interprétateurs de commandes. Tout cela se base sur l'interface système. Donc il y a Bash sur les outils GNU Unix. Il y a aussi ZSH, Fish, qui ont ce genre d'interface où ils vous accompagnent à votre première installation. Il y a aussi KSH, TCSH, mais comme on peut le voir sur ce site, Bash est vraiment très utilisé. Et après, c'est ZSH qui gagne. Bash est vraiment le shell que vous avez sur tous les Linux. Sur Windows, c'était MS-DOS jusqu'à très longtemps, donc qui permettait de faire cette interaction avec votre système. Maintenant, il y a PowerShell. Et pour ceux qui voulaient à l'époque faire du Linux sur Windows, il y avait MiniGNU. Et maintenant, enfin, on a Windows Subsystem for Linux. Donc, de pouvoir faire du Linux sur Windows. Donc là, c'est une interface de PowerShell. Si vous voulez voir les différences entre les différents types d'Unix, je vous laisse un lien pour consulter.
Je disais au début que Bash, c'est par défaut. Ce n'est plus tout à fait vrai. Enfin, Mac a pris le choix depuis Catalina de forcer le shell par défaut à être ZSH. Donc on voit que ça commence déjà à évoluer, à changer un peu. Au niveau de l'infrastructure, donc logiciel, il y a AllMyZSH pour venir vous aider. Il y a l'équivalent qui s'appelle AllMyFish, donc qui permet d'avoir une visu ainsi, savoir dans quelle branche guide vous êtes, si vous êtes en tant que root ou pas. Donc il va venir donner des informations, voire même l'état de votre batterie. Il y a Spaceship qui a été créé par un développeur ukrainien. Il y avait son équivalent qui s'appelait Spacefish, mais qui n'est plus maintenu. Et Rust est venu avec son Starship, qui a l'avantage d'être cross-shell. Donc que vous soyez sur ZSH, sur Fish ou sur Bash, il va venir vous aider à le configurer. Voici une des interfaces de Starship. Donc on peut voir sur le projet, actuellement c'est un projet en Rust. Si vous vous connectez en tant que sudo, automatiquement vous savez que vous êtes root. Et vous pouvez aussi voir la durée de votre dernière commande. Et tout ça, c'est le paramétrage par défaut de Starship. Pour ceux qui veulent faire tout au clavier, moi j'en connais dans ma boîte ou même dans d'autres boîtes qui adorent ne plus utiliser la souris. Donc il y a toute la gestion des fenêtres, donc avec i3. Moi sur mon Mac j'utilise Rectangle, donc je peux rapidement gérer mes fenêtres à coup de raccourci clavier. Il y a d'autres outils et sans oublier la partie Windows, donc il y a des équivalents qui ont été aussi développés pour la plateforme de Microsoft. Donc là, avec des raccourcis à apprendre. Et pour la gestion des onglets, il y a Screen, le fameux Tmux, et des équivalents qui ont été réécrits en Rust pour avoir tout ce qui est performance. Donc c'est vraiment une habitude à apprendre. Je peux pas, faut maîtriser l'outil. Et donc, vous pouvez même, quand vous êtes dans votre ligne de commande, de pouvoir facilement vous déplacer à travers votre mot, à travers votre début de ligne, et pouvoir même supprimer le mot précédent. Tout ça en raccourci. Bon, maintenant que l'introduction est faite, allons-y sur le développement. Donc tout d'abord, l'espace de travail, on connaît le fameux LSCD, ça c'est du classique. Donc on crée son petit dossier avec mkdir et on y va dedans. Alors, au niveau ls, il y a exa en Rust qui permet de faire, qui vient compléter l'outil ls. Il y a lsd, color ls. Donc, ils vont venir coloriser votre navigation, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est plutôt pratique. Vous savez les différents types de fichiers. Vous voyez si le fichier est en écriture ou pas. Si c'est un dossier ou pas, ce qui est plutôt complexe. Maintenant, Ubuntu l'intègre, mais c'était assez difficile sur les anciennes versions. Il y a Zoxid et AutoJump qui sont très pratiques. Moi, je les ai mappés sur mon CD et donc il va venir enregistrer vos dossiers où vous avez l'habitude de parcourir. Et donc, très facilement, vous pouvez aller d'un endroit à un autre en faisant un coup de Z ou d'AutoJump. Et quand vous rentrez dans des variables, vous pouvez utiliser donc dir env qui permet de charger automatiquement les variables d'environnement de votre projet. Donc voilà un exemple avec Z, donc Zoxid. Moi j'ai un projet où je mets mes slides sur mon site web, donc qui s'appelle website. Bah, en faisant Z website, automatiquement il sait où il l'a enregistré en mémoire dans un fichier, et donc je peux facilement parcourir. Durant l'élection présidentielle, j'avais un projet qui s'appelait open source qui s'appelait 2022 et moi, qui permettait de nous accompagner à choisir un candidat pour l'élection présidentielle. Bah, je faisais juste un Z 2022 et automatiquement, je changeais de dossier. J'étais sur un autre projet open source. Je passe de GitLab à GitHub simplement en faisant un Z et le mot-clé. Donc c'est bien pratique. Et là, on peut voir Starship automatiquement qui me dit la version de Docker, mon projet était en Go, sur l'autre projet c'était du Rust, donc la version du Craft, la version de... Ah, plutôt Node, c'était donc Node.js qui ressort facilement.
Après, il y a le fameux duel entre Vim et Emacs. Ça, je vais pas pouvoir y répondre. Il y a NeoVim qui a voulu rénover la partie Vim. Et donc après, il y a des frameworks comme les Shell qui va venir automatiquement setter des paramètres pour vous aider. Donc AstroVim en sorte. Mais il y a Rust qui propose une liste prometteuse d'éditeurs, donc qui sont ici la liste. Et quand les ouvre les éditeurs, ça ressemble beaucoup à VS Code. Donc ça permet pour ceux qui recherchent des performances. Là, c'est l'apps qui a vraiment une visualisation digne de Visual Studio Visual Code. Après, vous utilisez probablement cat et diff. Donc il y a l'équivalent en Rust qui s'appelle bat, qui est super pratique. Et il y a aussi delta, donc pour faire les diffs. Et moi, j'ai même, quand je fais un git diff, automatiquement, il va utiliser delta, diff statique. Je vous donne des exemples juste après. Donc quand on fait un 4, très souvent, on n'a pas beaucoup de coloration syntaxique, on n'a pas le numéro de ligne. C'est ce que apporte BAT, donc avec un header, on voit le numéro de ligne. C'est configurable. Et si on fait "-pp", on a la même visualisation qu'un 4, mais avec la coloration syntaxique. Donc moi j'ai fait ce mapping de 4 vers BAT, et c'est très agréable. Au niveau de diff, là je montre comment était mon diff avant. Alors c'est vrai que sur un écran blanc c'est un peu plus compliqué. Donc on a le diff, le git classique, et quand je dis d'utiliser diff t, bah, j'ai une visualisation un peu comme à la GitHub ou à la GitLab, où je vois le fichier et son équivalent avant. Si pour votre projet vous avez besoin d'un to-do list, et si vous ne voulez pas utiliser Jira, bah, vous avez en ligne de commande faire un task add avec des priorités, et comme ça vous pourrez gérer facilement sans quitter votre ligne de commande. Votre projet utilise une version de Node.js, vous utilisez NMV, VM, ou Volta, qui est son équivalent Rust, qui va permettre de gérer les versions de Node.js lui-même. La même chose en Python, avec les virtualenv, Conda. Maintenant que mon projet est seté, on doit le lancer. Je ne sais plus quelle commande de GCC de gauche je dois lancer. Donc il y a TLDR, qui permet de... Vous mettez la commande dont vous avez un doute, par exemple GCC, ou là c'est un exemple avec strass, bah, il va vous donner une phrase, un exemple, une phrase, un exemple. C'est beaucoup plus visuel que lire le man et savoir quels sont les paramètres les plus courants à utiliser. Donc ça peut permettre d'appréhender un logiciel avant de d'éplucher son manuel. Si vous êtes habitué avec les outils en mode dynamique, il y a Navi qui permet de... Je souhaite faire Docker, un container. Alors, vous mettez juste le mot-clé container, Docker, container shell, et il va automatiquement vous générer la ligne de commande pour ouvrir un shell sur votre container. Et il va même vous afficher les containers actuellement sur votre laptop pour que vous puissiez choisir. Donc là, c'est l'exemple avec le container. Et donc, c'est vraiment un ensemble de recettes. Si vous avez un doute et que vous ne voulez pas ouvrir votre moteur de recherche favori, bah, là, par exemple, vous cherchez votre IP, automatiquement, il vous la donne. Donc c'est bien pratique et c'est en mode dynamique. Bon, malgré tout ça, on peut avoir des bugs. Comment l'aider avec la ligne de commande? Donc il y a DSTP qui permet de savoir si vous avez des problèmes réseau. Donc il va venir faire tous les tests basiques. On a la même chose pour tout ce qui est API, donc avec HTTP qui permet de faire des requêtes avec votre API REST. Si vous souhaitez faire du gRPC, il y a gRPC curl qui va venir prendre vos fichiers protobuf, agir avec votre... Il n'y a plus de piles là? Je vais peut-être le laisser sur la table.
Vous voulez faire des tests de perf, il y a AB ou A qui permet de venir tester votre microservice. Mais jusqu'à là, vous me dites, bon, pourquoi tel outil? Est-ce que c'est vraiment plus performant, David? Comment je peux le voir? Il y a Hyperfine qui peut venir vous faire du benchmark de vos lignes de commande, donc de savoir si FD, qui est la find. Donc là, il lance 3 benchmarks et il vous donne les résultats. Donc là, il dit que c'est 3 voire 4 fois plus rapide qu'un fan classique. Vous avez besoin de faire des logs. Vous aimez bien l'interface avec Docker Compose. Bah, il y a LNav qui permet de prendre tous vos fichiers de log et de les mettre de manière chronologique. Donc vous avez 3-4 fichiers de log de plusieurs microservices. Si vous voulez les voir au niveau temporel, il va vous faire cette agrégation pour vous. Donc bien pratique pour débugger. Au niveau de la donnée, on avait un workshop tout à l'heure avec comment gérer le MLOps. Vous pouvez également, sans avoir un client lourd ou devoir ouvrir un notebook Jupyter, avoir une visualisation rapide de votre jeu de données sur la ligne de commande. Et l'outil VD fait même au niveau géospatial. Donc il y a des personnes qui se sont amusées à coder cet outil-là. Si vous faites comme moi des typos, outils, alors soit c'est votre shell, soit il y a, bon c'est not safe for work, but fuck permet de corriger votre commande précédente dont vous avez fait une typo. Je dis ça parce que moi j'utilise par exemple ZSH, et ZSH de base me propose de corriger si je fais une erreur. Si vous êtes dans le train, vous aimez bien et vous avez besoin de faire un SSH sur votre Raspberry ou sur une autre plateforme, MOSH qui va venir comme le micro, l'intermittence. Donc c'est bien pratique. Moi, sur mon bash, sur mon ZSH, j'ai ces commandes-là parce qu'il y a beaucoup d'équivalence et donc quand je fais CD, je ne me rends même pas compte que j'utilise Exa ou d'autres outils ou SED. J'utilise son équivalent qui est sur Rust qui s'appelle SD. La même chose pour grep. C'est regrep qui l'utilise, dont le nom ils veulent réellement tuer grep, quoi. Après, il est toujours pratique d'avoir un bash de côté. Et parce que, comme vous pouvez le voir, là je suis en ZSH, j'ai l'habitude de faire mon LS de cette manière-là. Ça marche pas, il me dit que c'est pas équivalent, le T ne peut pas passer. Donc si vous faites ça avec un bash classique, par exemple là je l'ai mis dans un fichier, il n'y a aucun souci. Donc c'est ce que je veux donner en astuce. Il est toujours agréable. Vous avez votre configuration à vous, mais moi par exemple j'ai mon terminal avec un bash où vous avez un profil pour pouvoir lancer un bash classique parce que votre Raspberry, votre production, peut-être pas du tout avoir la même configuration et c'est comme ça que vous pouvez tester avant. Et il y a aussi donc des outils qui permettent d'afficher l'erreur précisément, donc le PS4 qui est pas mal à ce niveau-là. Assemblez vos commandes, toujours pratique. Vous pouvez les piper et là, à partir d'un JSON, j'en extrais une information. La même chose si vous n'avez pas DUST pour voir les... Là par exemple, je suis réveillé. J'ai envie de voir quel est le dossier le plus large, le plus gros. Bah, avec cette commande-là, qui est avec des bons pipes, je peux voir visuellement à quel endroit se trouve le problème. Est-ce que vous parlez à des inconnus? Non. Donc pourquoi vous faites un curl et vous pipez sur votre bash? Vous ne savez pas ce que le script va faire. On le voit par exemple sur Homebrew, on le voit aussi sur Docker. S'il vous plaît, jetez un coup d'œil avant de lancer ce genre de commande. Vous êtes en train d'exécuter du code que vous récupérez sur Internet et vous le mettez avec le droit sudo ou vous le mettez sur votre machine, vous ne savez pas du tout ce que le script va faire. Donc jetez un coup d'œil avant de l'exécuter. Vous avez besoin de sauvegarder des informations, vos .fly, par exemple si je vais aller sur mon ordinateur perso, qui fait comme un système de Git et qui permet de gérer vos fichiers de configuration pour avoir sur n'importe quel environnement que vous avez, différents ordinateurs que vous avez. Là, je suis en train de présenter, j'ai pas envie que mon ordinateur se verrouille,
Donc j'ai donné du café, de la caféine. Donc c'est une commande Mac, mais ça me permet, si là je parle pendant 2 minutes, que l'ordinateur ne se verrouille pas. Je n'ai pas envie que vous voyez mes icônes et mon bureau désorganisé. Il y a une commande sur Apple qui permet de cacher vos icônes le temps de la présentation. Il est temps de conclure. Donc ceci, c'était au début une idée pour aller au DevOps. Et finalement, je me suis retrouvé avec une très grande liste, avec quasiment une centaine d'outils. Donc je ne peux pas tous vous les présenter dans la globalité, mais vous pouvez cliquer et avoir l'ensemble de cette mind map en grand. Donc ce que je vous recommande, c'est donc tout ce que je vous ai présenté, ça s'installe avec votre package manager favori. Vous pouvez utiliser donc le linter shell check pour vérifier si vos scripts bash sont corrects ou pas. Et là, ce sont des recommandations de conférences. Donc si vous souhaitez approfondir la ligne de commande, parce qu'en 20 minutes c'est très court. Et je vous recommande donc Julian Evans qui fait ce genre de petits zines et qui explique de manière BD les outils de la ligne de commande, donc TC Dump et ce genre d'outils. On a la même chose avec Aurélie Vache, donc qui permet de comprendre comment Docker fonctionne, comment Kubernetes fonctionne. Donc je vous invite à consulter ce travail. Et l'idée de ce talk vient de ce blog post donc qui montrait quels sont les outils en Rust qui permettent d'être des alternatifs à votre Linux. Donc là, un exemple de zine de Julian Evans qui, en avril, en a fait même un blog post. Et donc je l'ai traduit en français. Donc je suis David, ça fait 3 ans que je travaille chez OVH Cloud. J'ai fait 2 ans de mission pour Altran chez Amadeus. Et je travaille dans la partie Data Lake à OVH Cloud. Si vous voulez, rejoignez-nous. Et n'hésitez pas, on est en mode open source. Partagez votre outil favori à travers ce formulaire-là. Et n'hésitez pas à mettre votre avis. Merci.